Finto. Finta. 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 Finto. Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène dès maintenant. Avons-nous encore envie de nous informer ? Et d'ailleurs, que reste-t-il de l'information ? Elle nous déprime, joue sur la corde sensible de nos émotions, mais qu'en retenons-nous vraiment ? Et si l'on décidait de s'informer moins, mais mieux ? Pour parler d'information, et particulièrement d'information locale, je suis partie à la rencontre d'une Aveyronnaise à peine expatriée. Elle s'appelle Céline Bousquet. Après 15 années passées en Guyane comme journaliste dans un quotidien, Céline Bousquet a posé ses valises au cœur de la région Occitanie, dans le Tarn. Pourquoi ? Pour lancer un magazine régional, désormais semestriel et vendu uniquement sur abonnement, volontairement positif, tourné vers l'environnement et rempli de belles initiatives locales. Il s'appelle Occitanie, O-X-Y, en référence à l'oxygène. De la folle idée de lancer un média, à l'heure où plus grand monde n'est prêt à payer pour de l'information, jusqu'à son engagement pour renouer la confiance entre les journalistes et les citoyens, je vous laisse avec notre conversation. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Alors, une Aveyronnaise qui ne me reçoit pas en Aveyron, est-ce que tu peux me dire où on se trouve ? On se trouve à Marsac-sur-Tarn, qui est un village qui est près d'Albi, donc qui n'est pas si loin de l'Aveyron que ça. Mais ouais, dans le Tarn. Ouais. Ok. Comment tu es arrivée ici ? J'ai vécu longtemps en Guyane. Et quand on est rentré en métropole, comme on dit, il a fallu trouver un nouveau pied-à-terre. Et ben, le Tarn, c'était ce qui était le plus pratique, notamment pour le magazine, dont on va parler aussi, mais voilà, parce que c'est le cœur de l'Occitanie. Et c'était pas trop loin de l'Aveyron en plus, donc c'est très bien. Avant de partir sur le magazine, sur ta carrière de journaliste, qui est évidemment au cœur de ton parcours, je voudrais te ramener au territoire et donc à l'Aveyron. Quelles sont les villes, les points de chute qui t'ont structuré, toi, en Aveyron ? Alors moi, j'ai grandi à Aunay-le-Château. Mes parents, eux, sont du sud d'Aveyron. Un petit village qui s'appelle Bouloc et un petit village qui s'appelle Montgeau, voilà, qui sont pas très éloignés. Et donc là, c'est là où j'ai passé, moi, tous mes week-ends enfants, toutes mes vacances dans la ferme familiale. Et c'est vraiment pour moi le point de chute. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui représente pour toi ce département ? Je pense que j'étais un peu déjà assez fière de mes racines. Je me suis toujours intéressée vraiment à mon environnement, à l'histoire, à la géographie. Enfin voilà, j'ai toujours été très curieuse, donc j'ai toujours aimé mon département. Et je pense que le fait de m'en être éloignée pendant longtemps, ça a renforcé encore cet attachement, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, de pouvoir redécouvrir un peu, redécouvrir l'Aveyron avec un nouveau regard, voilà, parce que j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai eu d'autres expériences et du coup je le redécouvre. Et ouais, c'est un attachement qui est très fort. Ouais, les racines, c'est important pour moi. Ouais. Si je te rencontre, Céline, aujourd'hui, c'est parce que tu portes un magazine dans la région Occitanie qui s'appelle Occitanie, mais OXY, plutôt comme la bouffée d'oxygène voulue avec ce magazine. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux l'expliquer ? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? C'était sortir de l'actualité brute, anxiogène, du quotidien, dans laquelle moi j'avais baigné, pour laquelle j'avais travaillé pendant une vingtaine d'années. Mais à un moment, avoir une façon différente de parler de l'actualité et puis de sa région aussi, c'est-à-dire au niveau local. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives de médias autres, des médias différents, peut-être au niveau national, mais en local, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver d'autres biais que la presse quotidienne régionale, voilà, la Dépêche, Midi Libre, on tombe toujours un peu dans les mêmes, l'actualité tous les jours qui recommence. Et là, l'idée, c'était de proposer autre chose, donc de l'info positive, c'est-à-dire de mettre en avant des initiatives, des projets durables qui ont du sens, voilà, d'aller un peu plus au fond des choses. Donc, c'est des articles qui sont assez longs. De le faire aussi avec beaucoup de photos. La photo, c'est un média à part entière, donc de laisser de la place à la photo, que ce soit en fait un vrai bel objet d'information, mais où on prend le plaisir de s'informer. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette bouffée d'oxygène, mais ça reste, c'est du journalisme.
Est-ce que ça répond aussi à ce que toi, tu as envie de faire comme journalisme, un journalisme plus long, posé? Ou est-ce que ça répond à ta consommation, toi aussi, de l'information, ou peut-être les deux? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est la façon dont moi, j'ai travaillé fait toute ma carrière pendant 20 ans, du coup, en presse quotidienne. Et c'est vrai que, à un moment, ce tourbillon de l'information, cette sensation d'aller toujours plus vite et d'arriver jamais à rattraper le train de l'information, et puis de toujours finalement répéter les mêmes choses parce qu'on répète, on va jamais au fond des choses. Donc, on répète tous les jours les mêmes choses, on voit tous les médias qui se répètent. Et moi, en tant que journaliste, je me suis rendu compte, il y a quelques années, que je regardais plus le JT, ça me déprimait, je lisais plus les journaux parce que j'avais plus le temps et parce que ça ne me nourrissait pas, en fait, et que j'avais envie de m'informer différemment. Donc, effectivement, en allant vers des revues, vers des magazines plus sur du temps long. Moi, j'ai toujours été fan de grands reportages, donc voilà, plutôt des reportages, de tout ce qui est documentaire. Un journalisme un peu plus lent, un peu plus posé, qui prend plus le temps. Donc, comme je dis, on s'informer moins, mais mieux, quoi. C'est-à-dire à s'informer tous les jours. Je pense qu'on a tous besoin, surtout en ce moment, d'avoir 5-10 minutes, voilà, de savoir ce qui se passe. Il faut. Après, on a aussi besoin je pense qu'il y a plein de questions qui méritent d'être un peu plus creusées, où on a besoin d'aller un peu plus loin. Le magazine, il correspond vraiment à cette mouvance-là, de faire moins, mais mieux. Et puis d'aller plus sur le terrain aussi. Parce que ça, c'est vraiment... moi, je l'ai vu en 20 ans, les journalistes, ils vont... c'est souvent de plus en plus derrière un ordinateur à réécrire des papiers qui ont été écrits par d'autres, et voilà. Et moi, je voulais sortir de ça aussi, quoi, c'est-à-dire de pas faire de la redite, quoi. Sur la forme, c'est beaucoup de reportages, du portrait. Il y a de la chair dans Occitanie. Qu'est-ce que ça apporte, la chair, justement, à la compréhension du monde? Parce que quand tu opposes, et je fais partie de ceux qui opposent l'actu chaude à l'actu froide, donc tu es plutôt dans l'actu froide, on a l'impression que l'actu, c'est ça, en fait. C'est des annonces, c'est du politique, c'est le sujet qu'on va oublier demain. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a dans le temps long qui peut nous informer mieux? Déjà, il y a des faits. C'est-à-dire que dans Occitanie, on n'a pas d'effet d'annonce, effectivement, de discours. On fait pas de communiqués, on publie pas les communiqués de presse pour dire je vais faire ça. Alors j'ai un projet merveilleux, dans 5 ans, je vais construire une ferme. Non, nous, on va voir que des gens qui font, qui sont en train de faire et qui ont déjà fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont du recul, qui expérimentent souvent, qui sont pas dans qui sont pas dogmatiques, c'est-à-dire qui ont pas des idées arrêtées, qui sont très ouverts. Et ça change tout, je trouve, en fait. C'est parce que de plus en plus, dans les médias, oui, c'est les effets d'annonce, c'est des beaux discours, et puis on sait plus quoi penser, quoi. Avec le greenwashing ambiant, on a l'impression que tout le monde est écolo, tout le monde a trouvé des solutions pour tout, et puis finalement, après, concrètement, on sait plus trop ce que ça devient, les projets. Là, l'idée, c'est d'aller voir des gens qui font déjà des choses et puis qui nous disent des fois, je me suis plantée. Là, ça n'a pas marché du tout. Alors, j'ai dû changer ci, j'ai dû changer ça. Et c'est leur cheminement, en fait, qui est intéressant. C'est leur parcours, c'est leur expérience qui vraiment apporte quelque chose, quoi. Et effectivement, l'humanité, la chair, c'est ce qui va provoquer l'intérêt aussi, je pense pour le lecteur de pouvoir se projeter, en fait. C'est-à-dire que c'est pas des concepts. Des fois, on parle d'autonomie alimentaire, on parle beaucoup d'écologie, d'autonomie alimentaire, d'innovation, mais c'est pas des concepts, quoi. C'est-à-dire que c'est des concepts qu'on va toucher du doigt, mais on va le faire par quelqu'un. Qui va incarner, en fait, cette démarche-là, et ça va être beaucoup plus facile, en fait, de rentrer dans le sujet, parce que cette personne, elle nous prend par la main, elle nous dit moi, il y a 10 ans, mon alimentation, je me suis dit que ça allait pas du tout, j'étais tout le temps malade, machin, donc j'ai changé mon alimentation, je suis allée vers la cuisine vivante, maintenant je cueille des plantes sauvages, voilà. Et c'est vraiment cette histoire de vie, voilà, qu'on va dérouler et qui va nous permettre de toucher vraiment des sujets intéressants, importants. Et pour moi, c'est vraiment le plus aussi du reportage, du terrain. C'est vraiment ça, en fait. Faut de l'humain, quoi. Nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer. Mon métier, c'est de trouver les sujets, c'est de trouver des gens passionnants et passionnés. Et en fait, il y en a plein partout, quoi. Avec ses doutes, avec ses questionnements. C'est pas des sujets. C'est pas des gens aussi qui sont parfaits et qui disent qu'ils détiennent la vérité, en fait, jamais. Et je pense que les lecteurs, après, c'est ce qui ressort aussi, quoi. C'est de se dire, j'ai appris des trucs, et puis sans être culpabilisé, sans que ce soit chiant.
a une vision de notre métier qui est assez proche toutes les deux. Enfin, je me retrouve beaucoup avec Finta dans Occitanie et je sais qu'on est raccord de ce côté-là. Et je pense aussi de tous les médias alternatifs dont tu parles, qui émergeaient quand même en France. On a vraiment une bonne dynamique de ce côté-là. Moi, j'y vois aussi beaucoup de vertus parce que justement, ceux qui seraient tentés par des effets d'annonce, s'ils commencent à voir que ça ne prend plus et que le communiqué de presse qui ne sera pas suivi d'actes ne passe plus, il n'y a plus d'intérêt. Et peut-être que ça permettra un peu à tout le monde de sortir par le haut et presque de sortir d'une certaine cacophonie dont on en a tous marre, quoi. Enfin, vraiment, là, toi, tu le dis, en tant que journaliste, tu ne lis plus le journal. Qu'est-ce qu'en disent les gens à qui on est censé écrire chaque jour donc, je pense qu'on est dans cette tendance-là. Et puis, je voudrais que tu développes avec moi, je sais qu'on a la même image, qu'on utilise souvent la même image entre l'information et la nourriture. On est passé par la fast-food, par de la malbouffe qu'on a beaucoup critiqué en Aveyron particulièrement. Et là, l'info semble suivre un peu le même chemin et peut-être être à l'aube de sortir par le haut. Est-ce que tu peux me la développer un peu, cette image-là ? C'est vrai que moi, c'est une image que j'utilise souvent parce que c'est assez parlant. On a vécu avec l'alimentation et qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le bio. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que aller acheter des produits transformés en supermarché qui sont riches en gras, riches en sel, riches en sucre, ça nous rend malades. Que c'est pas cher, mais que c'est pas bon pour la santé. Et c'est bon ni pour la santé de ceux qui les consomment, ni pour la santé des agriculteurs qui vont pas pouvoir vivre, tout ça. Le parallèle, il est vraiment frappant avec l'information, c'est-à-dire que l'information aujourd'hui, elle rend malheureux les gens qui la consomment. Enfin, je parle en général, mais on le voit quand même, c'est quand même très anxiogène et cet afflux d'informations permanent, ça ne permet pas en plus à ceux qui la produisent d'en vivre aussi décemment. Et la perte de sens que vivent les agriculteurs qui sont dans l'industrie agroalimentaire, voilà, qui travaillent pour produire et jeter des litres de lait parce qu'ils ont dépassé les quotas. Enfin, cette perte de sens, les journalistes, ils la vivent aussi. Je pense on vit la même chose. En un moment, on fait des métiers passion qui demandent énormément d'investissement. Donc comme dans l'alimentation où là, ça a été enclenché quand même il y a quelques années. Finalement, il y a eu les labels, il y a eu le bio qui s'est développé. Alors, il y avait quelques personnes qui avaient commencé avant, qu'on regardait un peu de travers. Mais dans le journalisme, c'est pareil. Il y a toujours eu quelques exceptions, quelques médias qui arrivaient à surnager au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias alternatifs. Et il y a de plus en plus de journalistes qui prennent leur liberté pour aller créer leurs propres médias en misant sur le slow, voilà, des médias lents, des médias où il y a du sens, des médias et puis des médias où on veut plus forcément avoir de la publicité, on invente totalement des nouveaux modèles économiques et c'est un peu le même phénomène effectivement où on va miser sur la qualité. Je veux bien rebondir sur ça, justement, le fait de journalistes qui créent leurs propres médias, voilà, qui prennent un chemin de traverse et qui se lancent. C'est ton cas, c'est un peu le mien, Finta à une autre échelle, mais j'ai aussi une question, moi, qui m'occupe beaucoup, c'est de savoir quelle est la légitimité à partir du moment où on se lance seul, où on sort d'une rédaction avec tout ce que ça engendre de discussion, de confrontation sur les sujets. Et justement, c'est le brassage collectif qui souvent fait sortir des sujets plus pertinents. Là, on est chacun dans nos maisons, dans nos bureaux, et on fait émerger les sujets qui nous plaisent, qui pour nous ont du sens, mais est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Moi, c'est une question que j'ai beaucoup. Est-ce que rajouter un média parmi un pluralisme déjà costaud en France, on a déjà une offre média qui est forte et en presse écrite notamment. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se battre en interne, en fait? C'est un peu ma question, dans des rédactions auxquelles on appartenait. Ouais, vaste question. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, c'est forcément des interrogations que j'ai aussi, quoi. La légitimité. En plus, moi, comme toi, je suis une femme. C'est une vraie question. Après, j'ai envie de dire, après, celui qui décide, c'est le lecteur, c'est l'auditeur, quoi. À un moment, tu vois si on te suit ou pas. À un moment, Occitanie, on a fait un numéro, ça a pris, on a eu des super retours, on a un bouche-oreille qui fonctionne vachement bien, on a des lecteurs qui nous écrivent pour nous dire « Ah, mais merci, quoi. Merci. J'ai jamais lu un magazine comme ça, enfin voilà, où il y ait du autant de sens, enfin ça fait du bien, ça... » Et ça nous, voilà, on dit, on touche un truc, quoi. Après, on va pas avoir des millions de lecteurs, on pourra jamais remplacer, on n'aura pas le maillage, et on pourra jamais remplacer un média généraliste. Voilà, c'est pas le but, quoi. Sur la question de la multiplicité des médias, alors ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis vraiment
C'est vraiment l'idée de pas rajouter du bruit au bruit, quoi. C'est-à-dire, si c'est pour faire comme tout le monde et répéter, écrire les mêmes choses, ça n'a aucun intérêt. Et puis il y a aussi un truc qu'on m'a dit une fois et que ça c'est que de toute façon si tu le fais pas, quelqu'un le fera, quoi. Et il vaut mieux que ce soit toi, du coup, parce qu'effectivement, nous on a quand même une certaine, enfin voilà, je le fais avec des certaines valeurs, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, voilà, puis de l'expérience, une certaine déontologie, enfin voilà, une certaine idée de la presse, où je crois, comme toi, je pense qu'on est dans le vrai. Donc effectivement, occupons le terrain, quoi. Je pense qu'après c'est un peu égoïste aussi, c'est de se dire, c'est parce que je le fais, parce que je m'éclate en fait. Et après, si ce quelque chose derrière, il arrive à avoir une audience, eh ben tant mieux en fait. Et même si c'est 100, 200, 300 lecteurs, c'est des questionnements qu'on a forcément, quoi. Quand tu dis on a presque oublié de Oui. citer ton mari, qui est partie prenante d'Occitanie. Enfin, vous êtes tous les deux. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est un peu une colle. Comment tu choisis tes sujets? Et alors là, je vais reprendre au feeling. Non, mais ça paraît, c'est pas que du feeling. Il y a beaucoup de. Je me nourris beaucoup, je lis beaucoup, je me documente beaucoup. Après, je suis journaliste et je pense que je suis curieuse, mais je pense que c'est le principal qualité d'un journaliste. Je suis hyper curieuse. Je m'intéresse à plein de choses et quand il y a des choses que je comprends pas et que je sais pas, eh ben je vais chercher, je fouine et là, à des moments, il y a des sujets qu'on sent en fait. Après, c'est ça aussi, le journaliste, il sent à un moment quand c'est des sujets vraiment de société, ce qu'on appelle les sujets de société, c'est qu'à un moment il y a des tendances, il y a des choses, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, des lignes qui bougent et le journaliste, il est là pour les sentir en fait, pour observer tout ça et les sentir. Et donc moi, à un moment, il y a un sujet qui m'interpelle, une question, un débat qui m'intéresse moi et après je vais aller fouiner un peu dessus et puis après je vais essayer d'aller trouver le sujet, c'est-à-dire la bonne personne ou la bonne initiative qui va me permettre d'aborder ce sujet-là, quoi. Comment t'y es venue, toi, à ce métier? Ça paraît vraiment à chaque fois ridicule quand je le dis, mais j'ai toujours voulu être journaliste en fait depuis que j'ai 10 ans, je pense. Je me souviens très bien dans ma petite tête à ce moment-là, je me suis dit moi ce que j'aime dans la vie c'est écrire, ce que j'aime dans la vie c'est rencontrer des gens et voyager. Et puis je m'intéresse à plein de choses, je suis curieuse et je m'étais dit tiens je serai journaliste et ça m'a plus jamais quittée. C'est venu comme ça. Et puis après, je l'ai expérimenté très jeune parce qu'en fait, à 15 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un reportage, un stage. C'était à la Dépêche du Midi. Et ouais, je me suis éclatée, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais moi, je veux faire ça tous les jours, toute ma vie, quoi. T'es capable, dans une journée, de rencontrer des gens de milieux hyper différents, qui ont des vies complètement différentes, d'aller dans des endroits où personne ne peut aller. T'as toutes les portes qui s'ouvrent. Le fait que tu sois journaliste, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et ça, c'est vraiment génial. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et après, t'as le travail de la rédaction où tu digères tout ça. Et là, tu donnes corps à ton article, à tes idées et t'arrives à vulgariser, à retranscrire avec ton ressenti, mais aussi de l'information. Et là, tu nourris ton sujet. Et ouais, du reportage à l'écriture, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'adore toujours autant, quoi. Est-ce que tu comprends la défiance envers les journalistes? Ouais, alors moi je les entends aussi et je les comprends malheureusement. Je les comprends, hein. Même si effectivement ça m'embête d'être mise dans le même sac en fait, parce que je me dis mais non, mais moi je suis pas comme ça. Enfin voilà, nous je pense qu'on fait notre métier du mieux qu'on peut. Après, en fait, on avait une rédaction où les lecteurs, il était quand même mis à l'écart, quoi. Il y avait quand même un positionnement du journaliste qui est en train d'évoluer aussi, heureusement, qui était un peu le mec au-dessus, qui sait tout, qui voit tout, qui le soir qui boit des cocktails avec la haute société, voilà. Ce qui n'a pas du tout été mon cas. Enfin voilà, moi j'ai jamais vu ça. Mais la plupart des journalistes aussi, enfin voilà, beaucoup de journalistes, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, les gens, ils ont cette image-là. Mais parce que je pense qu'on a aussi fait cette erreur à un moment de jamais peut-être trop expliquer ce que c'était notre métier. Il y a quelques années, je t'aurais peut-être dit ah bah non, des journalistes qui interviewent des journalistes, ça va, on va arrêter de se regarder le nombril. Et aujourd'hui, je me dis bah non, en fait, il faut qu'on explique.
comment, c'est quoi notre métier, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos engagements, c'est quoi un bon journaliste, nos façons de travailler. Il faut qu'on soit de plus en plus transparent, il faut qu'on arrive à expliquer, parce que moi, je comprends qu'il y ait de la défiance. J'explique souvent, c'est qu'il y a les journalistes et les médias. Enfin, c'est pas la même chose en fait. La plupart des journalistes, je pense que je connais, sont des bons journalistes qui essayent de faire leur métier du mieux possible. Après, un journal, c'est un produit comme un autre, malheureusement, où il faut qu'il y ait un modèle économique qui puisse lui permettre de vivre, et qu'à un moment, les sources comment faire rentrer de l'argent? Voilà, la publicité. Si tu fais rentrer de la publicité, ça veut dire que tu dépends d'annonceurs, donc tu dépends du nombre de ventes. Voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà, puis comme il y a de moins en moins de publicité, il y a de moins en moins de journalistes. Donc, c'est souvent indépendant quand même de la volonté des journalistes qui eux essayent de faire bien leur travail. Mais c'est vrai qu'on est dans une crise depuis une vingtaine d'années où on voit bien que le modèle économique des médias, il est hyper compliqué à trouver avec un Internet qui nous a habitués à avoir de l'info gratuitement tant qu'on veut, à foison. Et du coup, avec aujourd'hui des jeunes générations, et puis même pas forcément les plus jeunes, qui nous disent à quoi bon payer, quoi. Si je vais pas, pourquoi je m'abonnerais pour lire un truc que je peux avoir gratuitement sur Internet? Et ça, c'est compliqué en fait, parce qu'on n'a tellement pas expliqué ce que c'est la différence entre une bonne information et une information, la déontologie, la différence entre la communication, l'information, vraiment l'importance d'avoir des journalistes qui font bien leur métier. On fait quand même une mission, d'intérêt public, quoi. C'est-à-dire que s'il y a plus de journalistes demain, on pourra plus faire les choix en âme et conscience, nos choix de consommateurs, nos choix de citoyens. Vraiment, ça, c'est pas imaginable, quoi. Mais ces journalistes-là, si c'est un métier qui demande du temps, qui demande du savoir-faire, qui demande des compétences, à un moment, ça peut pas se faire gratuitement. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc, si c'est pas l'annonceur qui paye à la publicité, c'est le lecteur. Mais l'annonceur, aujourd'hui, veut plus payer. Il y en a de moins en moins. Voilà, la publicité, c'est quand même la crise. Et le lecteur, il est plus trop habitué à payer aussi, quoi. Donc, il faut forcément qu'on arrive à recréer une relation entre les lecteurs entre les journalistes et les lecteurs ou les auditeurs, basée sur la confiance et la transparence, pour qu'on arrive à comprendre l'intérêt à un moment de dire l'information, c'est pas un produit comme un autre, en fait. Le modèle économique des médias, c'est aussi ce qui fait partie de la défiance, le fait que la majorité des titres de presse aujourd'hui et des médias en France soient détenus par une poignée de grandes familles. Ça n'aide pas à y voir clair, parce qu'il y a des intérêts économiques qui viennent vraiment en conflit direct avec l'intérêt d'informer, et d'informer en toute indépendance. Toi, tu t'y frottes directement à cette problématique de monétiser un média et d'en vivre. Toi, en créant Occitanie, quelles ont été tes questions par rapport à ça, par rapport à un modèle économique à trouver en local pour de l'information que le lecteur ne veut plus payer? Alors nous, quand on a commencé à Occitanie, je pense qu'on avait une vision assez classique du média, c'est-à-dire à un moment, il faut des lecteurs et des annonceurs. Les annonceurs, c'est difficile de les trouver, et en même temps, les lecteurs, ils veulent plus voir de pub. Ils veulent plus voir de pub parce qu'ils sont assommés de pub, et nous, on n'avait pas forcément envie de les assommer aussi. Mais l'idée, c'était de trouver quand même des annonceurs qui aient un vrai engagement, qui est vraiment, qui est de la publicité qui soit utile, qui soit presque transparente, j'ai envie de dire. Enfin, il faut dire que c'est de la publicité, mais qui soit utile pour le lecteur, en tout cas, voilà. Mais finalement, ça ne correspondait pas tant que ça. On n'était pas forcément hyper à l'aise avec l'idée d'aller chercher des annonceurs, de devoir, nous, on veut faire un magazine qui soit beau, qui soit inspirant, donc forcément mettre de la pub au milieu, même si c'est de la pub qui a du sens et qui est utile, avec, c'était pas forcément... et donc c'est vrai que là, depuis un an, on a quand même changé notre façon de voir les choses, et on est revenu à un modèle sans publicité, alors de facto, parce qu'on va pas la chercher, en fait, mais pour nos lecteurs, enfin vraiment, c'est qui soit 100% pour les lecteurs, mais du coup, on a vraiment besoin que les lecteurs, ils nous suivent, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'appels, abonnez-vous, 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 parce qu'en fait, on va comprendre que si on n'a plus de publicité, le seul moyen de faire vivre un média sans publicité, c'est les lecteurs, quoi. On adore parler de journalistes neutres, comme quoi le journaliste est forcément, doit forcément être objectif, neutre, laisser de côté tout ce qu'il est pour appréhender les sujets. Moi, je vois en toi plutôt une journaliste engagée. Ça ne veut pas dire être militant que d'être engagé, mais dans le choix de tes sujets, dans le choix de la ligne éditoriale d'Occitanie, il y a un engagement.
Est-ce que je me trompe? Ouais, il y a un engagement, ouais, c'est sûr. Après, ça dépend le média que tu fais, en fait. Je pense que le journaliste qui travaille pour une agence, moi, j'ai travaillé quand je faisais de la presse quotidienne, tu vas sur un fait divers, enfin, tu vas sur un accident, tu relates un conseil municipal. Là, l'objectif, c'est d'être dans les faits. Parce que là, tu es un passeur, tu es le transmetteur voilà, tu as assisté à quelque chose et tu dois le transmettre de la façon la plus juste possible. Après, voilà, Occitanie, c'est pas un média d'actualité, c'est pas un média, on est un transmetteur, mais on est aussi un transmetteur d'émotions, d'humanité. Et donc là, forcément, quand on parle d'humanité, il y a forcément, on met beaucoup de soi en fait, en tant que journaliste. C'est-à-dire que dans tous les métiers, un artisan, il peut décider de faire la même pièce à la chaîne, de faire 50 fois le même truc, voilà, qui sera toujours parfait, bien. Et à un moment, il peut laisser plus sa personnalité agir, son intuition. Et là, il va faire un truc hybride. Enfin voilà, où il va mettre sa sensibilité. Ben là, c'est un peu pareil. Occitanie, c'est clair qu'on met beaucoup plus de nous dedans. Il y a beaucoup plus de sensibilité, il y a forcément dans le choix des sujets, dans notre manière. Et en même temps, on a toujours, enfin, c'est ça, quand on parle de neutralité, moi je parle de rigueur en fait. En même temps, c'est toujours du journalisme, quoi. C'est-à-dire que on dit pas un truc pour faire plaisir, on n'a rien d'autre à vendre. Voilà, on n'est pas là pour vendre quelque chose. Donc le but, c'est que l'information, elle soit fiable. Je pense que l'information a besoin de ces deux styles de journalistes, de ceux qui relatent des faits, qui viennent témoigner, transmettre de ce qui se passe, et aussi de ceux qui défrichent des chemins et peut-être accompagnent la transition dont tu parlais. Quand je vivais en Guyane, il y avait Albert Londres qui avait écrit sa série sur le bagne. Quand on lit Albert Londres aujourd'hui, alors que il y a le prix Albert Londres, c'est une grande figure journalistique, c'est pas très neutre, C'était pas du tout neutre ce qu'il a fait sur le travail sur le bagne, où il racontait, voilà, avec ses mots, avec sa sensibilité. Et aujourd'hui, pourtant, c'est une référence. Parce que justement, il est sorti du discours officiel et il s'est pas contenté de faire les communiqués de presse, enfin voilà, caricature de l'époque. À un moment, il a laissé aussi parler ses sensibilités d'être humain en disant mais c'est ignoble ce qu'on fait en Guyane. Vous allez voir le sort qu'on fait endurer à ces pauvres bagnards. Et à un moment, c'est pas neutre. On est là aussi pour ça, c'est la vision romantique du journaliste. Qui veut sauver le monde. Enfin voilà, moi je pense que quand j'ai fait ce métier-là aussi, c'était pour pouvoir aussi dénoncer des injustices, dénoncer des choses qui me paraissaient pas normales. Céline, question rituelle de fin de podcast. En quoi est-ce que tu crois profondément ? En quoi je crois profondément ? C'est dommage, je n'ai pas préparé la question. Je ne sais pas du tout. Je crois en l'homme, l'homme à la femme. Je crois. Moi, c'est ce que je vois quand on va sur le terrain avec Occitanie. Et chaque fois, je me dis waouh, quoi. Il y a vraiment. Souvent, je suis découragée par l'actualité, par le monde. Voilà, si je fais du journalisme positif, ça veut pas dire que je suis une optimiste, mais je suis quand même très réaliste. Et souvent, je suis découragée, puis on va au reportage, je rencontre des gens hallucinants, qui sont passionnés, qui sont animés, qui donnent. Et ouais, et en eux, je crois. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, finta.lepodcast, pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert